Bonjour à tous. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaissait sa première rébellion armée. Ces moments troubles ont été marqués par une série d'assassinats. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Bogadoudou, le général Robert Gueye, chef de l'État de Côte d'Ivoire de décembre 1999 à octobre 2000. Et justement, nous nous intéresserons aujourd'hui à cet avènement au pouvoir en 1999 suite à un coup d'État. Le coup d'État de 1999 et ses conséquences sociopolitiques, c'est le thème de ce rendez-vous. Je vous présente mes invités. Mamadou Habib Keramoko, économiste, politologue et chef d'entreprise. Bonjour Habib. Bonjour Ange. Geoffroy Julien Kouao, juriste, essayiste et analyste politique. Votre dernier livre, Le Premier ministre, un prince nu, repenser le régime politique ivoirien, est publié aux éditions Plume Habile. Bonjour Julien. Bonjour Ange. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose ces points de vue recueillis dans les rues d'Abidjan par Armand Blédou et Joseph Zécré, bien évidemment, à propos des souvenirs des uns et des autres de cet événement qui a marqué la Côte d'Ivoire en 1999. Il a été un bon président. En son temps, on ne voyait pas trop le banditisme comme ça à Abidjan. Et c'est ça même qui m'a marqué beaucoup. Moi, au moment qu'il mourait, il était encore tellement petit. Donc seulement que j'entendais parler de général Gueye et ils l'ont tué. On dirait qu'il partait, il était allé se cacher un peu à l'église cathédrale là, et puis ils l'ont suivi de là-bas. Ils l'ont tué. Bon, le reste, c'est que moi, je peux dire à ses parents, à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas bon d'annuler un chef d'État qui a gouverné un pays. C'est pas bon. Et puis pour un grand homme, je pense que c'est un souvenir intarissable de compassion, de nationalisme. En tant qu'Ivoirien, je pense que c'est un homme que nous portons tous dans le cœur. Je regrette sincèrement que le général Gueye ait été tué dans les conditions que nous tous on a constatées. Normalement, pour l'expression démocratique, on ne devrait pas y laisser la vie, mais hélas, bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Et prions Dieu que de tels événements ne se reproduisent plus dans notre pays. Retour en plateau. Quelles sont donc les raisons qui auraient conduit à ce coup d'État, Habib ? À mon avis, les raisons du coup d'État de 1999 peuvent être cherchées dans la gestion du pouvoir après la mort du président Houphouët-Boigny. Voilà, le président Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993. Il est succédé par le président Henri Konan Bédié. Et le président Henri Konan Bédié, président de la République de Côte d'Ivoire et président du PDCI, a une haute conception des rapports. Et on remarquera que moins de 3 mois après la prise de pouvoir du président Henri Konan Bédié, dans le parti PDCI-RDA, il a commencé à avoir des soubresauts. Donc, des courants ont commencé à naître, notamment le courant conduit par un certain Denis Kobina. Et plus tard, on verra la création du RDR. Donc, à partir de cet instant, à partir de ce moment où le parti PDCI-RDA, qui est resté au pouvoir pendant plusieurs années, même quand on a connu le multipartisme à partir de 1990, mais il faut dire que le PDCI était très très puissant. Donc, dès l'arrivée au pouvoir de Konan Bédié, le PDCI connaît ses premières frictions. Voilà, donc un parti né du PDCI, qui est le RDR, et naturellement, dans sa volonté de conserver le pouvoir, le président Henri Konan Bédié n'est pas très très tendre avec les dirigeants du PDCI. Ça crée une certaine frustration. Donc de frustration en frustration, la situation socio-économique du pays qui a commencé à se détériorer n'était pas reluisante. Donc je pense que pas mal d'ingrédients étaient réunis, ne serait-ce que pour créer les conditions d'un soulèvement populaire. Après maintenant, l'appellation peut être en fonction des sensibilités de chacun, puisque d'aucuns ont parlé plutôt de révolution
au lieu de coup d'État. Il y en a qui ont parlé de putsch, etc. Tout ça, c'est une forme de sémantique, mais je pense que les conditions étaient réunies pour que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé. Geoffroy Julien, on a parlé d'une affaire de prime pour des militaires qui n'étaient pas contents. Oui, c'était l'une des causes immédiates évoquées par les putschistes. Mais je pense que tout coup d'État est un résultat. Le résultat d'un dysfonctionnement politique, d'un déficit démocratique. La conjoncture politique en 1999 était marquée par la montée de l'ivoirité. Une idéologie qui a divisé les Ivoiriens. Il y avait aussi le fait que les principaux leaders de l'opposition étaient en prison. Donc, politiquement, l'atmosphère n'était pas bonne. Et puis, ce discours du président Bédié à l'Assemblée nationale qui montrait que le dialogue avec l'opposition n'était pas du tout possible. Donc, c'est le résultat d'une culture démocratique approximative qui a conduit, à mon avis, à ce changement de pouvoir par la force. Alors, qui était-il, le général Robert Guéhi? Le général Robert Guéhi est connu des Ivoiriens. Hein. C'est un officier général de l'armée défensive, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, qui a fait ses armes, qui a fait toute sa carrière dans l'armée ivoirienne, qui a eu des formations à la prestigieuse école française de Saint-Cyr, et qui, jusqu'en 90, encore était colonel, et je crois qu'il était le responsable du bataillon de Korogo. Et en 90, je me rappelle, le chef de l'État, c'était le général Henri Félix, et qui avait été remplacé, et Robert Guéhi, en 91, je crois, a été promu chef d'état-major et conséquemment général d'armée. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'il il a été en tout cas révélé au grand public. Donc en 91, mais faut dire qu'en 91, il y a un événement qui a marqué tous les esprits en Côte d'Ivoire et qui a présenté un peu plus ce côté austère du général Robert Guéhi. Il faut dire que suite à une manifestation d'étudiants à une cité, la cité de Yopougon, il y a une descente très très musclée des militaires. À l'époque, c'est Robert Guéhi qui était chef d'état-major. Et je crois qu'il y a eu des étudiants qui ont été grièvement blessés. Et on s'attendait tous à ce que justice soit rendue. Et bon, tout le monde se souvient de la petite phrase du président Houphouët-Boigny où il disait qu'il ne peut pas retourner son propre couteau contre lui-même. Bon, comme pour dire que oui, on ne pouvait pas... certes, il y avait eu des manquements graves des droits humains, mais bon, en tout cas, c'était pas... Le désordre n'était pas toléré. Voilà, le désordre n'était pas toléré. Donc le général Guéhi, c'est un officier de l'armée ivoirienne qui est connu. Et bon, tout le monde a vu la suite, le coup d'État de 99, et puis bon, ça a triste fin. Julien. Oui, moi je retiens du général Guéhi sa gestion du pouvoir. D'abord, il a dit à l'aube on va faire tout à l'heure le bilan oui, il a dit que le pouvoir ne l'intéressait pas. Et puis après, il a eu des ambitions présidentielles. C'est un pur produit de l'école politique ivoirienne, c'est-à-dire ne pas tenir parole. Se prononcer à la légère, dire des choses qu'on ne peut pas réaliser réellement, autrement dit, faire de la politique machiavélique. Vendre du rêve. On vend du rêve, on dit une chose aujourd'hui, on dit une chose demain. N'empêche que son intervention a suscité beaucoup d'espoir. Puisque, comme je le disais, la conjoncture politique était très défavorable. Malheureusement, il a dilapidé ce capital de confiance et d'estime que les Ivoiriens avaient pour lui. En voulant s'accrocher au pouvoir. En voulant s'accrocher au pouvoir. Très bien. Mais, alors, parlons du général Guéhi, de l'avènement de ce coup d'État. Ce qu'on a remarqué et retenu, c'est que l'ensemble de la classe politique avait applaudi. Oui, l'ensemble de la classe politique, vous savez, on dit que l'histoire est un témoignage. La classe
politique, à l'époque, il y avait des partis emblématiques. Le PDCI-RDA, géré par Henri Konan Bédié. On avait le RDA, le FPI, qui étaient notamment les principaux partis. Et je me rappelle qu'au moment du coup d'État, il y avait un front. Il y avait une alliance entre le FPI et le Front RDA, républicain, qu'on appelait le Front républicain. Donc, c'était les principaux partis de l'opposition qui, naturellement, avait une visée pour le pouvoir d'État. Et tout le monde sait un peu la brutalité avec laquelle le président Henri Konan Bédié a géré ces 6 ans de pouvoir. Et le dialogue était pratiquement rompu, les principaux leaders étaient en prison, et c'est dans ce contexte que le coup d'État... Donc en fait, c'est un coup d'État qui était perçu comme un événement salutaire. Voilà pourquoi, un événement de délivrance même, je dirais. Voilà pourquoi il a été salué par toute la classe politique. Je me rappelle le président Gbagbo, encore, qui, devant les micros, disait que c'était un coup d'État salutaire. Le président Alassane Ouattara, à l'aéroport, a dit que c'était même pas un coup d'État, c'était une révolution, comme la révolution aux œillets au Portugal, etc. Toute la classe politique avait salué. Bon, au-delà de la classe politique, dans un pays aussi, il faut... même les populations. Les populations, mais je dirais, ce que je n'ai pas le plus entendu, c'est la réaction des intellectuels. Voilà. Et généralement, dans ce genre de situation, les intellectuels... Peut-être que les intellectuels eux-mêmes étaient... Bon, c'est vrai que sous nos tropiques, et notamment en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de... En fait, la frontière entre les intellectuels, l'élite et la classe politique, la frontière n'est pas très étanche. Voilà. Donc, c'est à partir du moment qu'une certaine classe politique l'a salué, bon, les intellectuels ne pouvaient pas faire autrement, vu qu'ils sont eux-mêmes militants d'un parti politique. Oui, moi je pense que c'était une erreur de la part de la classe politique ivoirienne de saluer ce coup d'État. Un coup d'État en tout cas. De saluer un coup d'État. Quelles que soient les raisons. Tout à l'heure, j'ai dit que la gouvernance de M. Bédié du PDCI n'était pas démocratiquement satisfaisante, mais cela ne justifiait pas un coup d'État. Un coup d'État est un acte antidémocratique, anti-républicain. Et il faut, quelles que soient les raisons, le condamner. Et c'est parce que justement, la classe politique n'a pas eu cette clairvoyance dans son attitude que nous avons vu 2 ans plus tard une rébellion et puis la crise de 2011. En clair, il y avait comme un antécédent créé par... Mais évidemment, un antécédent. La culture de la belligérance a été maintenant légitimée et vous avez vu ce qui s'est passé après. Non, je pense qu'à l'époque, il fallait faire front contre ce coup d'État et dire non aux putschistes, ça allait être vraiment fermement. Mais c'est parce que aussi, il faut le dire, nous n'avons pas assez de démocrates dans notre vie politique. Ce sont des gens qui font de la politique pour des ambitions égoïstes. Sinon, tout homme politique qui est vraiment ancré aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, quelles que soient les circonstances, condamne un coup d'État et n'en tire pas profit. Alors, Julien le disait tout à l'heure, ce coup d'État a certainement ouvert la voie à d'autres choses encore plus graves qui se sont déroulées après. Est-ce que vous dites également que ce coup d'État a ouvert finalement le cycle de l'instabilité? Je l'ai dit, pour la petite histoire, lors du coup d'État de 1999, je me trouvais en France. Je revois encore dans la communauté ivoirienne des gens qui manifestaient de joie. Voilà, pour dire que c'était un contexte très très difficile pour la Côte d'Ivoire. Et particulier. Oui, un contexte très très particulier. Naturellement, le coup d'État de 1999 a ouvert la boîte à Pandore. La violence, les manquements graves aux droits humains ont été légitimés, ont été banalisés. Un coup d'État entraîne... quand il y a un coup d'État, il n'y a plus d'état de droit. Et quand il n'y a pas d'état de droit, c'est la violence, c'est l'indiscipline, c'est le désordre. Mais ce qu'on retient aussi, c'est un coup d'État qui s'est produit sans effusion de sang. Je me rappelle encore Ibrahim Coulibaly. Un coup d'État sans effusion de sang, oui.
On va le dire comme ça. Il disait que c'était sa fierté. C'est vrai. C'était une grande première. À comparer cela à des coups d'État violents. Non seulement ça, au commando invisible qu'on a connu. Oui, c'était un fait notable, mais ça n'efface pas l'erreur. Et il disait que c'était sa fierté. Hein. Oui, bon, c'est pourquoi je parle de l'impolitique en fait, dans toutes ces choses-là. Je pense que ce qu'il faut dorénavant comprendre, c'est que la voie de la violence conduit toujours à l'aventure. Il faut essayer maintenant de tirer les leçons du coup d'État de 99, voir comment ce coup d'État a ouvert la voie à la culture de la belligérance, de la violence, parce que si on remarque bien, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2011 sont les conséquences directes ou indirectes de ce qui s'est passé en 99. Est-ce que c'est votre avis? Oui, mon avis est que le coup d'État de 99 a ouvert des boîtes à Pandore. Et on a tous pensé qu'avec l'avènement des militaires au pouvoir, une nouvelle ère s'ouvrait à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, la transition a été très très mal gérée. Lorsque on a vu les élections, la plupart des candidatures avaient été rejetées et la prise de pouvoir même par Gbagbo s'est fait un peu dans la violence, je dirais le sang, et c'est dans cette continuité qu'il a géré le pouvoir. Donc, c'est vrai que toutes les violences que nous avons connues jusqu'au 11 avril, qui est 11 avril 2011, qui est une autre date emblématique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je pense que tout ça part des événements de 99. Voilà. Alors, vous voulez dire, est-ce qu'on a véritablement réfléchi à cette période de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les intellectuels se sont questionnés? Si on regarde bien ce qui s'est passé après, la Côte d'Ivoire a connu une décennie d'instabilité politique, de crise politique et militaire ouverte. C'est la preuve qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. Mais il faut aussi voir le contexte. C'est-à-dire que dans un contexte marqué par la violence, les intelligences disparaissent. Ce sont les muscles qui parlent. Et donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une littérature abondante sur ce qui s'est passé en 99, sur toute la période crisistique de la Côte d'Ivoire. Il suffit simplement de donner de l'espace pour que les intellectuels s'expriment et puissent mettre à la disposition des politiques des supports de réflexion pouvant les éclairer dans leurs actions politiques. Alors, je vous suivais tout à l'heure, Habib. Vous disiez en fait qu'il n'y a pas eu un temps mort entre ces 8 mois de gouvernance de la junte militaire et puis l'avènement de Gbagbo au pouvoir. C'est ça. Le général Robert Gueye vient dans un contexte de coup d'État. Et malheureusement, avec la forte présence des politiques, ce n'est pas que des militaires qui ont géré la transition. La transition a été gérée avec les partis politiques et la société civile. Et tout le monde a vu un peu le cheminement jusqu'à l'élection. Et je veux dire, les 10 mois de transition ont cultivé naturellement les germes d'autres soubresauts, puisqu'il y a des acteurs majeurs de la classe politique ivoirienne qui ont vu leur candidature rejetée. Donc ça a créé naturellement des frustrations au niveau de ces hommes politiques et de leurs militants. À l'élection de 2000, c'était une élection entre Robert Gueye et Laurent Gbagbo. On a tous vu que les résultats n'ont pas été acceptés par le général et c'est pratiquement dans la rue que le président Gbagbo est accédé au pouvoir. Donc, quand il accède au pouvoir, avec tout ce que on a connu de violence, le charnier de Yopougon, etc. Donc il prend le pouvoir, on va dire, dans le feu, et il le gère dans un contexte de dislocation de la classe politique ivoirienne et un contexte où les Ivoiriens se regardaient en chien de faïence. Donc il fallait déjà reconstruire un état de droit, et créer les conditions de l'ordre et de la discipline, mettre en place
je dirais, mettre en pratique son programme de gouvernement, gérer les frustrations militaires, c'était pas facile. Et c'est la mauvaise gestion de tout ce que je viens de citer qui ont créé des événements tels que des tentatives de coup d'État, parce qu'il faut dire que entre la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo et la rébellion de 2002, il y a eu des tentatives, etc. Finalement, le coup d'État de 99, a posteriori, n'a pas servi à grand-chose. Qu'est-ce qu'on retient de ces années-là? C'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais ce qui m'a frappé particulièrement, c'est la capacité qu'a la Côte d'Ivoire de résister et de rebondir. La Côte d'Ivoire, nonobstant cette période douloureuse, est redevenue un pays respectable qui compte. Nous sommes aujourd'hui la troisième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria et le Ghana, la 13e en Afrique. Les ports de San Pedro et d'Abidjan sont compétitifs. Abidjan est redevenu un centre de la diplomatie africaine. Tout ça montre que les Ivoiriens sont d'une extrême intelligence. Ils ont eu cette capacité. Quelqu'un parlait de la capacité de résilience. Résilience. Et ça veut dire que nous avons encore des ressorts importants et que la Côte d'Ivoire demeure un grand pays. Alors, à propos de cette période-là, est-ce que ça ne marque pas également le début d'une série de bafouements du droit? Oui, mais évidemment. Vous qui êtes juriste, alors j'ai sorti ce livre du professeur Faustin Kouamé, élection du président de la République en Côte d'Ivoire 1993-2010, espoir, dérive, droit et anti-droit. Ça a été publié aux éditions OMC. Alors, il raconte un échange qu'il a eu à l'époque, alors je crois qu'il était en prison, avec le général Gueye. D'accord. Et la question c'était, est-ce que le général Gueye devrait se proclamer président de la République ou chef de l'État? Alors, et sur la question, Faustin Kouamé dit, mon général, il a été fait état de vos qualités suivantes. Général Robert Gueye, président du CNSP, président de la République, chef de l'État. Et il continue, mon général, cela n'est pas juste, car en droit constitutionnel, le président de la République est le chef de l'État, chef de l'exécutif élu au suffrage universel. Dans les régimes parlementaires, le chef de l'exécutif est le Premier ministre ou le chancelier imposé par la majorité parlementaire, et dans les monarchies constitutionnelles véritables, le roi ou la reine est chef d'État. C'est pour cela que dans ces régimes, il est dit que le chef de l'État règne, mais ne gouverne pas. Alors, tout coup d'État met fin à un régime, mais laisse subsister l'État. C'est pourquoi, généralement, le chef de la junte militaire ne se donne une qualité en remplacement de celle de chef, de président de la République, mais demeure chef de l'État, puisque l'État jamais ne cesse d'exister. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Au fond, est-ce que le président de le général Gueye, pardon, est-ce qu'il était un président de la République ou un simple chef d'État? Je pense que ce que le professeur Faustin Kouamé veut révéler ici, c'est que on ne devient président de la République qu'à la suite d'une élection. Ouais. Bon, lui, il est arrivé par un coup d'État. Pas un coup d'État. Et comme l'État du Côte d'Ivoire, quel que soit le gouvernement et le mode de gouvernement, l'État existe. Donc, le premier responsable du pays, en fonction de la situation politique du moment, peut être investi du titre de chef d'État ou de président de la République. Je prends par exemple le cas du président Alassane Ouattara, qui est le premier des Ivoiriens, mais à la suite d'une élection. Donc il est le président de la Côte d'Ivoire est une république, Alassane Ouattara est le président de la République. La Côte d'Ivoire est aussi un État. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État et le président de la République. Dans le cas du général Robert Gueye, il était seulement chef d'État
mais pas président de la République parce qu'il n'avait pas été élu. On va prendre l'avis du juriste. Oui, c'est une position doctrinale. Faustin Kwame fait ici une confusion entre la forme de l'État et le système politique. Entre la forme du gouvernement et le système politique. Il y a deux formes de gouvernement, les monarchies et les républiques. Dans la monarchie, le chef de l'État, c'est un monarque, comme il a dit. Dans la République, c'est le président de la République. En principe, dans une monarchie, le mode d'accession au pouvoir, c'est la succession héréditaire. Dans une démocratie, dans une république, c'est par voie d'élection. Mais lorsque nous sommes dans une république démocratique, évidemment, cette voie d'élection est respectée. Mais lorsque nous sommes dans une république non démocratique, en ce moment-là, on peut accéder au pouvoir par d'autres modes autres que l'élection, mais cela n'emporte pas, n'est-ce pas, la nature républicaine de l'État. Donc, comme il a si bien dit lui-même, dans toute république, le chef de l'État est en même temps le président de la République. Maintenant, est-ce qu'il a été désigné démocratiquement ou pas? Ça ne lui enlève pas la qualité de chef de l'État. Donc le général Guéhi était, du strict point de vue du droit constitutionnel, chef de l'État, président de la République, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Très bien. Alors, et je vous donne la réponse du général Guéhi à Maître Faustin Kwame. Monsieur le ministre, c'est des complications juridiques. Sinon, tout est pareil et je suis président de la République au même titre que votre bédier. C'est ce que mes juristes m'ont dit. Voilà. C'est la fin de ce rendez-vous. C'est la dernière fois que nous enregistrons avec mes chers compagnons de route, Habib et Julien. Ils ne débattront plus dans ce qui fait débat. Ils interviendront dès le mois d'octobre dans une nouvelle émission taillée sur mesure pour eux deux, le débat de l'actualité. Nous croiserons ainsi chaque semaine le regard du juriste et le regard du politologue sur un fait marquant de l'actualité. Et ce sera tous les samedis après-midi. À très vite.